Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente un article intitulé Randomized Trial Comparing the Stent Avoiding with Stent Preferred Strategy in Complex Lumpopelvic Lesions, publié dans le Journal of American Cardiology, Cardiology yes, en mars 2024. Donc l'étude de cet article s'appelle la BEST SFA, c'est la Best Endovascular Strategy for Complex Lesions of the Superficial Femoral Artery, qui vise à évaluer le taux de perméabilité dans les lésions fémoro-poplitées complexes, qui sont sous-représentées dans les essais cliniques actuels qu'on a, en comparant l'efficacité et la sécurité d'une stratégie évitant les stents, stent avoiding, à une stratégie préférant les stents, stent preferred, en favorisant le tout en favorisant une préparation optimale des lésions et l'utilisation des dispositifs actifs dans les deux cas, ballon ou stent actif. Donc, conception de l'étude et la population de patients, c'est une étude qui est prospective, multicentrique, randomisée et contrôlée. Elle inclut des patients atteints de claudication intermittente modérée à sévère ou de douleurs ischémiques au repos, catégorie Rutherford 2 à 4. Il y a eu des interventions vasculaires dans 4 centres vasculaires situés en Allemagne. Les critères d'inclusion, c'était des lésions fémoro-poplitées de novo ou resténotiques avec des sténoses de plus de 70% documentées par angiographie et qu'il n'y ait eu aucun stent préalable dans la lésion cible. Les lésions étaient éligibles si elles étaient classées comme TASC 2 type B à D, en excluant l'artère poplitée infragéniculaire, avec une longueur minimale de plus de 10 cm pour des lésions sténotiques et plus de 5 cm pour les lésions occlusives, sans limiter la longueur maximale. Et il fallait aussi qu'il y ait une perméabilité d'au moins une artère de jambe infrapoplitée jusqu'à la cheville, en continuité bien sûr avec l'axe fémoro-poplité. La conception de l'étude, donc les critères d'exclusion, fallait qu'il y ait des preuves angiographiques de calcification sévère, rendant impossible une approche en évitant les stents, selon le jugement de l'opérateur, ou qu'il y ait eu des preuves de thrombus frais intraluminal. Donc, après le passage réussi du guide et une évaluation positive des critères d'éligibilité angiographique, les patients étaient randomisés de manière 1 pour 1. C'est une randomisation par bloc permuté de 6. Alors, tous les 6 patients, enfin, on prenait les 6 premiers, on faisait stent avoiding, les six suivants, stent preferred, et on permutait à chaque fois. Et le protocole de l'étude ne restreignait pas l'utilisation des dispositifs adjuvants pour la préparation du vaisseau, mais il encourageait plutôt leur utilisation pour une bonne préparation de l'artère, pour la modification et l'élimination de la plaque dans les deux bras de traitement à la discrétion des opérateurs. La préparation du vaisseau dans les deux groupes a été effectuée en utilisant des ballons de scoring, les angiosculptes, les ultrascores, des ballons coupants chez Boston, des ballons non compliants, Conquest et Athletis. Divers dispositifs d'athérectomie ont été utilisés, comme l'athérectomie bidirectionnelle de Hawk-One, l'athérectomie rotative Jetstream et l'athérectomie orbitale avec le système d'athérectomie, le Diamondback, ainsi que la thrombectomie mécanique qu'on connaît tous, le Rotarex. L'évaluation clinique était faite pour tous les patients. Il y avait des mesures hémodynamiques et échographiques du segment vasculaire traité effectuées avant la sortie. Il y a eu des consultations de suivi en clinique à 6, 12 et 24 mois avec une évaluation des conditions médicales, de la catégorie Rutherford, du questionnaire de marche, le Walking Impairment Questionnaire, et des médicaments qui sont pris par les patients et de la perméabilité évaluée par EPO. Donc voilà un organigramme qui résume un petit peu l'étude. Donc il y a eu 120 patients qui ont été recrutés avec des lésions fémoro-poplitées complexes, TASC 2 B à D, avec des sténoses de plus de 70%. Donc on les a répartis 60 avec une approche évitant les ballons. On a perdu un patient et un qui est perdu de vue. Au bout de 6 mois, il y en avait 59 et au bout d'un an, il y en avait 58. Il y a eu un décès. À noter que c'était un décès qui n'a rien à voir avec la procédure, c'était un cancer du poumon. Et pour l'approche préférant les stents, pareil, il y en avait 60. À 6 mois, il y en avait encore 60. Et à 12 mois, on en a perdu un par choc septique d'origine autre. Donc, les critères d'efficacité principale, c'était la perméabilité primaire à 1 an, définie comme l'absence de revascularisation de la lésion cible cliniquement justifiée, ou de resténose déterminée par un rapport de vitesse systolique de pointe supérieur à 2,4. Je ne sais pas pourquoi il a sauté le 2,4. Ensuite, l'absence, enfin la
La revascularisation de la lésion cible qui est dirigée cliniquement était définie comme une réintervention effectuée pour une sténose supérieure ou égale à 50%, confirmée par angio, dans un rayon de plus ou moins 5 mm, proximal ou distal, à la lésion cible, après la documentation des symptômes cliniques récurrents de l'AOMI. Donc, il faut qu'il y ait eu en fait une augmentation d'au moins une classe Rutherford et ou une baisse de l'index bras-cheville de plus de 20% ou de 0,15 par rapport au niveau maximal post-procédure. Ensuite, les critères de sécurité principale, c'est l'absence de décès lié à l'appareil, au matériel et à la procédure dans les 30 premiers jours, l'absence d'amputation majeure du membre cible. Les critères secondaires, c'est la mortalité, toutes causes confondues, toutes les revascularisations de la lésion cible, les revascularisations du vaisseau cible, l'amputation majeure du membre cible, les résultats cliniques, les changements dans les scores du questionnaire de marche. Entre janvier 2019 et août 2022, 120 patients ont été recrutés dans 4 centres en Allemagne, on l'avait déjà dit. Ça, c'est un tableau qui résume un petit peu les caractéristiques démographiques de chaque patient. Et tout ce qu'il y a à dire, c'est que les deux groupes, les deux bras de l'étude sont très homogènes. Juste un petit truc peut-être à dire, c'est qu'il y avait une très grosse majorité de patients diabétiques. Sauf que je ne sais plus où c'est. C'est par où tu veux. Diabétique, hyperlémie diabétique. Ouais, voilà. Donc il y avait pas mal de patients diabétiques. Ça, c'est les caractéristiques des lésions et de l'intervention. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a pas mal dans le bras évitant les stents, il y avait plus de lésions TASC 2B et moins de lésions C et D comparé au deuxième groupe. On remarque qu'il y avait une majorité, il y avait pas mal de lésions qui faisaient plus de 150 mm de long. Et la majorité des lésions traitées dans les deux bras étaient majoritairement très calcifiées, modérément à sévèrement calcifiées. Donc, seule la classification TASC des lésions cibles montrait une différence statistiquement significative. Dans le groupe évitant les stents, il y avait davantage de lésions TASC 2B qui ont été traitées, mais moins de lésions C et D. La longueur moyenne des lésions était de 187 mm, avec environ 2 tiers des lésions qui mesuraient plus de 150 mm. Plus de 2 tiers des interventions ont été effectuées sur des lésions avec des qualifications modérément sévères ou sévères, ce qui souligne la complexité des lésions incluses. Et la préparation des lésions a été plus fréquemment réalisée dans le groupe évitant les stents. Ça, c'était noté dans le tableau, les préparations. Pre-dilation. Mais le type, non. Non. Ensuite, les complications intraprocédurales pertinentes. Il y a eu 4 événements emboliques ipsilatéraux, 1 dans le groupe évitant les stents et 3 dans le groupe préférant les stents, qui ont nécessité une embolectomie manuelle. Il y a eu 2 perforations de vaisseau cible dans le groupe préférant les stents, qui a nécessité la pose de Viabahn, de stent couvert. En ce qui concerne les technologies des stents et de ballons actifs, il n'y a eu aucun dysfonctionnement rapporté concernant le matériel. Ensuite, le critère d'efficacité principal, donc on disait que c'était la perméabilité primaire à 1 an, a été observé chez 78% des patients du groupe évitant les stents et chez 78,6% des patients chez qui on a préféré mettre les stents. Et les courbes de Kaplan-Meier pour la perméabilité primaire se chevauchaient presque pour les deux groupes à 1 an, chose que l'on peut voir ici. Donc ça se superpose quasiment identiquement. Ensuite, en analysant la perméabilité selon la longueur des lésions, il y a eu plus d'événements resténotiques qui ont été observés dans les sous-groupes des lésions longues de plus de 150 mm, mais il n'y a eu aucune différence pertinente entre les groupes qui a été différenciés. Donc en fait, c'était plus la lésion qui déterminait les événements resténotiques, pas le choix thérapeutique, évitant ou préférant les stents. Il n'y avait pas de différence pour le critère de sécurité principal, et le critère de sécurité principal a été exclusivement influencé par la revascularisation de la lésion cible justifiée cliniquement. Donc, l'absence de revascularisation de la lésion cible justifiée cliniquement était identique pour les deux groupes. On voit que les deux courbes quasiment se superposent également ici. Ensuite, ce tableau résume un petit peu les mesures de sécurité les résultats de sécurité à 1 an. On voit qu'il n'y a pas de différence majeure entre les deux bras de l'étude. Tous les intervalles de confiance incluent le chiffre 1, donc pas de différence majeure.
ce soit les amputations, les mortalités, etc. Ensuite, on voit ici la distribution en fonction de la classe Rutherford des deux bras de l'étude à T0 avant l'intervention et à 1 an après l'intervention. Et on voit qu'il y a une nette amélioration dans les deux groupes après chaque intervention et que les résultats se superposent quasiment également ici. Donc les scores du questionnaire de la marche ont été améliorés de façon significative à 6 mois et à 12 mois par rapport à la ligne de base. Et les scores de distance se sont améliorés de manière significative, davantage dans le groupe préférant les stents. Et il y avait également une tendance vers une amélioration de l'incapacité à la marche dans le groupe préférant les stents lors du suivi à 1 an. Ça, c'était significatif. Suite, malgré la préparation extensive des lésions, en particulier dans le groupe évitant les stents, la pose de stent en bail-out a été réalisée dans presque 1 cas sur 2. Ce taux élevé de pose de stent provisoire est probablement causé par la complexité des lésions qui ont été incluses dans l'étude, ce qui montre clairement que même avec l'utilisation de dispositifs adjuvants pour préparation de l'artère, il existe un recoil très souvent qui est non négligeable avec des dissections qui nécessitent toujours un support mécanique supplémentaire par stent. La sténose résiduelle supérieure ou égale à 30%, qui est liée à une perte de perméabilité ultérieure, même après l'utilisation de ballons actifs dans des études antérieures, a été observée dans presque la moitié des procédures dans cette étude, dans le groupe évitant les stents. Presque un patient sur 4 dans le groupe préférant les stents avait également une sténose résiduelle d'au moins 30% ou plus, ce qui peut être lié à un risque accru de resténose ou de thrombose de stent. Et ces observations soulignent en fait la nécessité d'une préparation adéquate des lésions. Même si la pose de stent est prévue, il faut quand même bien préparer l'artère afin d'obtenir un bon résultat optimal et une sténose résiduelle minimale. Et la préparation des lésions a été sous ou mal réalisée dans une proportion pertinente, non négligeable des procédures dans cette étude. Après 1 an de suivi, il n'y avait pas de différence dans la perméabilité primaire qui a été observée, mais des taux prometteurs approchant les 80% dans les deux groupes de traitement, des taux de réintervention qui sont faibles, avec une excellente absence de revascularisation de la lésion cible jugée cliniquement, à presque 95%, dans presque 95% des cas à 1 an, et ce qui est comparable ou même meilleur que d'autres essais de lésions longues qui sont dans la littérature, et avec un design, mais quand même avec un design d'étude qui est quand même différent. Bien que les résultats à 1 an soient prometteurs, il n'est pas clair si le bénéfice potentiel de la préparation des artérielles des lésions justifie le coût supplémentaire des dispositifs d'atérectomie ou autres. Et le suivi en cours dans l'étude BEST SFA sur 5 ans fournira plus d'informations, mais des études plus larges sont clairement nécessaires pour répondre à cette question. Je vous remercie. Quel a été le recours, la proportion de recours au dispositif d'atérectomie dans les neuros? 30% entre 20 et 30% d'écart. Et pareil dans les neuros? Non, il y a 30% de plus de dispositifs de scoring et d'atérectomie dans le groupe DCB par rapport au groupe qu'on va voir quelque part. Il l'a marqué où? Il est inscrit dans un tableau. Je cherche. Je l'ai dit. C'est ce qu'on s'est fait là. C'est les patients. C'est le Steiner, hein, c'est ça. Ouais. Non, C'est je te donne dans l'abstract pour moi. On peut peut-être remarquer aussi, c'est une très belle étude, très bien fait, c'est de psy, je crois. Et il y a, alors, il parle de lésions longues, mais je crois qu'ils ont inclus les lésions classe B. Hein. oui. Ce qui est un peu contestable parce que les lésions longues, on les définit comme supérieures à 150. Donc, Ouais. les lésions classe C. Et en fait, quand on a des lésions vraiment longues, on a des moyennes de longueur qui sont plutôt autour de 22, 20, 22. Et là, on est un peu en dessous, je crois, en moyenne. En dessous, là. 70% dans le groupe sans stent, c'est 51% avec stent. Ouais. Tu as 20% d'écart, en fait. La conclusion est assez terrible parce que tu as des résultats identiques, hein, si je me souviens bien. Non.
avec, donc entre DES et DCB, avec dans le DCB 50% de stent et 20% de plus de dispositifs de préparation de l'artère. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu as eu quand même beaucoup de. Tu disais le taux de bailout, c'était. C'était plus de la moitié des cas. Plus de 50%. Plus de 50% des Ouais, cas dans le avoiding stent. On a eu 26. Ça. Non, c'était un metal stem. 58, je crois que je vais aller un peu comme ça, parce que c'est très très important. C'est là. En bailout, on est dans presque un cas sur deux. Patients stentés, ouais. Presque un cas sur deux. Un cas Ouais. sur deux finit en bailout. Donc ça fait réfléchir quand même. Et sur les dispositifs de préparation. Après, ils n'ont pas inclus, peut-être on peut parler de petite limitation, c'est qu'ils n'ont pas inclus les shockwaves. Il n'y a pas de shockwave. Ouais, scoring ou attaque. C'est scoring atérectomie, c'est ça. Sur le shockwave, ça va. Bah, c'est Game utile. changer. Je sais pas. Il faudrait quand même. En fait, c'était la courbe des 4 meilleurs. Tu Les penses? courbes de survie de dépendabilité. Les courbes, Ouais, c'est là. c'est là. Donc c'est pareil pour les deux, hein, ça Non, oui, superpose. mais après, il faut regarder quand même le côté positif. C'est qu'à 80, on a quand même, au bout d'un an, on a quand même des résultats qui sont très bons avec Ouais. un traitement endovasculaire, que ce soit par ballon ou par Ou stent. par stent. On a des taux d'intervention très faibles sur des lésions complexes. Avec également, je crois, un bémol, c'est que là, on n'a que des patients chroniquants. On n'a pas de patients ischémiques. Ouais. Tout simplement des retirs fortes. Ouais, ils sont pas allés plus, c'est ça. Il n'y a pas de 5 et 6. Mais bon, c'est quand même très, très en faveur de l'utilisation de la dispositif actif. Le message est toujours le même, hein, c'est tout sauf des dispositifs. Après, il y a quelque chose dont il parlait dans l'étude dont que j'ai pas mentionné pour faire plus concis, c'est vous savez, le débat sur le halo péristent après l'utilisation de dispositifs actifs. Bah, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas spécialement de différence avec les autres études qui ont été publiées, que ça n'a aucune signification technique. On avait fait un papier, pareil, j'ai participé à un travail de temps là-dessus, et c'était quelque chose que je n'aimais pas. Et juste le taux de calcification, enfin, la sévérité des calcifications. C'est des calcifications sévères et modérément sévères à sévères, c'était là. Attends, c'était là. Classification grades, il y avait majoritairement des 3 et 4. D'accord. Donc c'était vraiment des lésions sévères. Des trucs méchants. Et puis, je pense qu'elle n'est pas non plus. La puissance n'est pas optimale. Je crois que c'est plus l'étude pilote, peut-être. C'est ça, c'est une étude pilote. C'est une étude pilote. Donc, on ne peut pas conclure non plus, parce que le nombre de sujets n'est pas C'est nécessaire. pas- Ça va, C'est en intention de traiter. mais ça donne comme une bonne idée. Ils vont continuer l'étude jusqu'à 5 ans, mais là, c'est le premier résultat. Hein. Bon, ça fait partie des études importantes. Il y en a une qui va sortir en fin d'année, c'est le sport, qui est en ligne, je pense, par rapport à ça. Et là, ils ont vraiment, avec la SOCD, nombre de centimètres de elle a été communiquée et elle va sortir, je pense, dans un prochain.